On va poursuivre donc cette interview. Alors en fait, bon, tu as déjà dit un petit peu comment sont inspirées certaines histoires, mais est-ce que tu peux dire donc aux téléspectateurs comment tu écris? Est-ce qu'il y a une méthode pour écrire, ou est-ce que c'est comme ça une espèce d'inspiration qui tombe du ciel, ou c'est vraiment la réflexion ou l'observation autour de toi? Comment? Qu'est-ce qui motive tes sujets? Donc, je t'ai dit pour un rayon de soleil entre nos vies. Le dernier roman, je vais prendre l'exemple du dernier roman que j'ai écrit, qui parle d'amour, qui parle beaucoup d'amour. J'étais dans un train Paris-Genève, et j'ai juste assisté à une scène. J'ai vu deux personnes âgées, mais vraiment 85, 90 ans peut-être. J'ai vu la femme qui était assise côte à côte dans ce train, et j'ai vu le monsieur se lever et poser son pied sur le siège. Et la mamie qui fait 3 petits pas et qui vient, qui se penche tout doucement et qui lasse les chaussures de son mari. Je suppose que c'est son mari. Ils se regardent, ils échangent un regard d'amour. Elle retourne à sa place. Ils se regardent, ils posent la main l'un sur l'autre. Et j'étais là. Je me suis dit que c'était la plus belle déclaration d'amour que j'avais jamais vue de ma vie, ce geste qui consistait à se lever, à se pencher et à lasser, à faire ses lacets. Et je me suis juste demandé comment en arrive-t-on à 85 ou 90 ans à un tel geste d'amour? Quelle a pu être leur vie pour arriver à un geste d'amour? J'ai sorti mon ordinateur dans ce train Paris-Genève et j'ai commencé l'écriture. Donc, pour répondre à ta question, ça peut venir d'une scène, ça peut venir d'une observation, ça peut venir d'une image, mais surtout, c'est vrai que parfois, on se moque un peu des écrivains qui disent « oui, je suis là et puis je suis un canal par lequel l'inspiration passe et puis je livre au monde cette inspiration divine ». Mais c'est vrai et c'est faux, parce qu'en réalité, l'inspiration, elle vient à tout le monde. Simplement, il faut la cultiver. L'inspiration vient à tout le monde. Il faut avoir envie de la cultiver, il faut avoir envie de la saisir. Et une fois qu'on s'en saisit, il y a une sorte de miracle qui advient. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a accepté d'être ce canal, parce que oui, je suis un canal, je le dis, une fois qu'on a accepté d'être ce canal et de saisir cette inspiration, subitement, c'est comme une eau qui est là et qui coule. Et à partir de ce moment-là, parce qu'on a accepté d'écrire, on a accepté cette inspiration, il y a d'autres idées qui viennent. Parce qu'en réalité, nous sommes en permanence en train d'emmagasiner des idées, des phrases, mais elles sont logées quelque part là, dans notre cerveau. Et dès qu'on commence à écrire, ça vient. Et on devient une sorte d'éponge. On ne voit plus les choses autour de nous de la même manière. Tout ce qu'on va regarder, tout ce qu'on va observer pourra nourrir cette écriture-là. Donc oui, je pars d'une scène, je pars de tout, mais ensuite, je suis très attentive à tout ce qui se déroule autour de moi et qui peut avoir un lien avec mon écriture, et je construis mes histoires comme ça avec évidemment ce que j'ai vécu, ce que je suis, ce dont je suis faite, et je m'abreuve un peu à tout ce qui est autour de moi. Merci beaucoup, Corinne. Alors, du coup, en ce moment, parce que je suppose que tu écris, tu observes, tu analyses, mais tu prends le temps de lire. Oui. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Dis aux téléspectateurs, quel est ton genre littéraire préféré? Parce que j'ai constaté que tu as choisi effectivement le roman. Pourquoi le roman? Et est-ce que tu ne lis que des romans? Je ne lis pas que des romans, je lis énormément de romans parce que pour moi, le roman est le meilleur vecteur d'émotion. Pourquoi, justement? Parce que dans le roman, je ris, je pleure. Parce qu'en fait, déjà aujourd'hui, je me connais suffisamment bien pour ne plus me tromper dans les romans que je choisis. Et que si j'ai choisi tel ou tel roman, parce que je suis sûre et certaine qu'à un moment ou un autre, il y aura une identification avec l'auteur ou avec le héros ou avec l'héroïne. Et c'est pour ça que j'écris aussi des romans, parce que c'est le meilleur moyen pour moi d'atteindre les autres. Je n'écris évidemment que des romans que j'aimerais lire. Donc je lis beaucoup de romans, je ne lis pas que des romans. Et j'ai choisi le roman parce que
Voilà. Le mot-clé pour moi, c'est émotion. C'est le meilleur vecteur d'émotion et je le vois bien. Les personnes qui ont lu les romans et qui viennent me voir me disent bien, je me suis identifiée à tel personnage, je me suis identifiée à telle action, je me suis retrouvée dans telle description, dans tel lieu. Et en fait, pour moi, le roman est un moyen d'échange avec les autres, avec des personnes que je ne connais pas et qui subitement, grâce à ce roman-là, ont avec moi une certaine parenté. Tout simplement. Comme une forme de complicité. Comme une forme de complicité, une véritable complicité. Ce que je lis en ce moment, je suis dans une période où j'ai envie de revenir aux classiques africains. Donc, je me suis rappelé d'un des premiers livres que j'ai étudié à l'école primaire au Bénin, qui est L'Enfant Noir de Kamara Laye. Donc, j'ai eu envie, voilà, j'ai de vagues souvenirs de L'Enfant Noir de Kamara Laye. Donc, j'ai décidé de reprendre la lecture. Et il y a toutes mes émotions d'enfant qui remontent en même temps. Bon, je suis béninoise, donc même si je n'ai pas vécu dans un village au Bénin, mais que j'ai vécu en ville, je connais un peu quand même la vie villageoise. Donc, j'ai toutes ces émotions, j'ai toutes ces odeurs, j'ai toutes ces ambiances qui remontent. Je me rappelle des camarades de classe qui étaient dans la même classe que moi quand j'ai lu Kamara Laye et je redécouvre l'écriture parce que à l'âge où je l'ai lu, je me suis rappelé surtout de l'histoire. Mais je redécouvre l'écriture extraordinaire de Kamara Laye. Et là, je le lis, mais avec un plaisir, avec une saveur. Je relis les phrases, etc. Et juste après Kamara Laye, ça va être Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc. Parce que ça fait partie des livres que j'ai lus aussi il y a très longtemps, mais qui sont plus que jamais d'actualité, qui sont plus que jamais d'actualité, auxquels on se réfère encore et encore et encore et encore. Et comme c'est une référence, mais les livres références, en réalité, il faudrait les relire tous les 5 ou tous les 10 ans. Voilà. Je te remercie beaucoup, Corinne. Donc, encore une autre question, parce que j'aimerais vraiment que les téléspectateurs découvrent ton univers, mais comprennent effectivement qu'à travers les auteurs, ceux qui écrivent, ceux qui publient, non seulement il y a des messages, mais il y a aussi une personnalité de l'auteur. Donc, ma prochaine question va être la suivante. Est-ce que tu as des auteurs caribéens? Parce que à travers cette émission, on essaie aussi beaucoup de promouvoir notre littérature caribéenne. Est-ce que tu as des auteurs caribéens préférés? Alors, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais en train ou que tu envisages de relire à nouveau Frantz Fanon, donc qui est martiniquais. Mais est-ce que tu as d'autres auteurs comme ça, caribéens, qui te sont, entre guillemets, chers? Maryse Condé, un peu absolument incontournable, que moi j'ai lu chez Gou, en plus étant béninoise. J'ai trouvé ça d'une richesse absolument incroyable. Gisèle Pineau, j'ai beaucoup, je vais presque dire de l'affection en réalité pour Gisèle Pineau parce que elle excelle dans la description du quotidien. C'est vrai. Elle excelle dans la description du banal. Et le banal est le sublime. Et tout en le sublimant, elle pousse nos réflexions très, très, très loin à partir de choses qui, a priori, sont très simples. Et j'ai une très, très, très grande admiration pour ce genre d'auteurs qui peuvent prendre juste des éléments du quotidien et nous obliger à une réflexion qu'on peut pousser très, très loin et qui peuvent être intellectualisés, tout simplement. D'accord. Alors, non seulement donc notre auteure Corinne Dossat écrit, mais aussi elle anime des ateliers théâtre, et notamment des ateliers donc effectivement d'écriture pour les enfants. Mais est-ce que c'est seulement, tes ateliers s'adressent uniquement aux enfants ou alors ils s'adressent aussi aux adultes? Ah non, j'ai commencé par les ateliers d'adultes. J'anime surtout des ateliers pour adultes. Et une fois que j'ai commencé à animer les ateliers pour adultes, c'est justement une maman qui avait participé à l'un de mes ateliers qui m'a dit « Mais et les enfants ?» Et il y a une deuxième qui m'a posé la question et ça a été une révélation pour moi parce que j'y avais pas pensé de prime abord et subitement j'ai vu tout ce que je pourrais moi en retirer, le plaisir que ça pourrait être pour moi, cette transmission et je me suis lancée. Et ça a été vraiment un grand succès, je le pense en tout cas, d'après les retours, parce que je me rappellerai toujours le premier atelier pour enfants. Ils étaient 9 enfants. Ma première question, ça a été qui est là aujourd'hui volontairement
et dites-moi la vérité, qui est-ce qu'on a forcé? Alors, j'ai 2 cousins qui m'ont dit, nous, on nous a forcés. Hein. Nous, on a regardé la télé jusqu'à 1h du matin hier. On ne savait même pas qu'il y avait une obligation ce matin. On n'avait pas envie d'être là, etc. Bon, il y en a 4 qui, eux, ce sont des lecteurs. On sentait bien que dans leur famille, la lecture était vraiment une activité maîtresse. Et il y en a 3 qui, franchement, s'ils pouvaient être ailleurs, ils auraient été tout aussi ravis. Et après ces 2 matinées d'ateliers d'écriture, j'ai eu 9 enfants qui m'ont dit, déjà, c'est fini, c'est terminé. Oh là là, Corinne, c'était génial. Corinne, quand est-ce qu'on commence? Et surtout, ce qui était une merveille pour moi, ça a été de les voir se découvrir des talents, parce que j'appelle ça des talents. Ils ne se pensaient pas capables de construire des histoires. Ils ne se pensaient pas capables d'avoir autant d'imagination, et ils ne se sentaient pas capables de sortir à ce point de leur quotidien et de pousser leur imaginaire aussi loin. Et je poursuis ces ateliers d'écriture pour enfants, et je donne bien sûr des ateliers d'écriture pour adultes. Et ça m'a été demandé. Pareil, c'est notamment les personnes qui ont lu les 2 derniers livres, Liane et Un rayon de soleil entre nos vies, qui ont pris contact avec moi pour me dire, mais c'est pas possible, mais tu as le sens du suspense. Nous, on écrit, mais on ne sait pas comment terminer un chapitre, ni comment l'entamer d'ailleurs, comment donner envie. Tu nous as donné envie à chaque fois de tourner les pages. On lisait, on était au supermarché, on sortait ton livre, dès qu'il y avait un embouteillage, on avait envie de poursuivre l'histoire. Tu fais comment pour donner à ton lecteur, à ta lectrice, cette envie de poursuivre la lecture? Et en fait, ça a été une demande, et je me suis lancée dedans en me disant, oh là là, mais est-ce que je vais pouvoir le leur transmettre? Parce que moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai appris. Tout à fait. Je n'ai pas appris à écrire. Je me suis lancée, et j'ai été suffisamment inconsciente pour me lancer et croire qu'il y aurait quelqu'un qui aurait envie de me lire. Et ça a marché, et j'ai commencé donc les ateliers d'écriture pour adultes et pour enfants, et c'est toujours un bonheur renouvelé. Alors Corinne, pourquoi selon toi on devrait écrire? Parce que si jamais il y a autant de personnes qui s'inscrivent à tes ateliers, c'est parce que manifestement les gens ressentent ce besoin d'écrire. Mais pourquoi écrire? Pourquoi? Est-ce que tu penses que c'est une obligation? Est-ce que tu penses qu'on devrait, ou juste pour le fun comme ça, allez, voilà, je vais écrire parce que j'ai rien d'autre à faire? Si vous voulez écrire parce que vous n'avez rien d'autre à faire, ça ne va pas durer. Hein. Franchement, au bout de 3 pages, là, ce ne sera même pas la feuille blanche, ce sera le livre blanc. Donc, n'essayez même pas. Laissez tomber, ça ne fonctionnera pas. On écrit avec le cœur, vraiment, réellement. Et moi, je pense réellement, et c'est pour ça que j'accueille avec bienveillance toutes les personnes qui viennent à mes ateliers d'écriture. Je pense que lorsqu'on a cette envie, ce besoin d'écrire, c'est qu'il y a de très, très, très fortes chances qu'elle soit. Elle est légitime de toute façon, mais il y a de fortes chances qu'on en ait la capacité. Je ne pense pas qu'une telle envie vienne par hasard. Je dis souvent que je n'ai jamais eu envie de grimper le Mont Blanc. Hein, donc, si jamais un jour, au détour d'une de vos virées en montagne, vous pensez m'apercevoir, c'est que j'ai un sosie sur terre. Il n'y a aucune chance que ce soit moi. D'accord? Je n'ai pas cette envie-là, et j'en aurai probablement pas les capacités. Donc, je pense que si l'envie d'écrire, le besoin d'écrire s'impose à vous, c'est que vous avez quelque chose à dire, et qu'il y a sûrement quelqu'un de l'autre côté du livre qui a envie de l'entendre ou qui a besoin de l'entendre. On a presque tous quelque chose à dire, et sentez-vous légitime. Sentez-vous légitime quand vous avez cette envie d'écrire. Moi, j'ai entendu Jean d'Ormesson, je pense que c'était sur France Inter, qui disait que lorsqu'il entre dans une librairie, il se dit, mais qui suis-je moi, Jean d'Ormesson, pour écrire? Tout a déjà été dit et par bien meilleur que moi. Ce jour-là, je le remercierai jamais assez, parce que le syndrome de l'imposteur, je l'ai mis de côté. Je me suis dit, si lui se pose cette question quand il rentre dans cette librairie, moi, Corinne, oh là là, oui, je peux me le dire. Et dites-vous bien que même si tout a déjà été dit par meilleur que vous, le message que vous allez transmettre avec vos mots, avec votre expérience et avec votre émotion, il y a d'autres qui ont besoin de l'entendre dit de cette manière-là. Donc oui, beaucoup de gens peuvent écrire à partir du moment où on n'écrit pas avec prétention,
mais où on écrit avec émotion. Sincérité, émotion. Sincérité. Alors, est-ce que tu penses, Corinne, que la littérature en Guadeloupe est en faillite? Pourquoi je dis ça? Parce qu'on se rend compte que... Alors, dans les librairies, il y a de nombreux livres, mais j'entends dire que en Guadeloupe, on ne lit pas. Le taux d'illettrisme en Guadeloupe avoisine les 20% et peut-être un peu plus. Alors, tous ceux qui font le choix d'écrire, tous ceux qui font le choix donc de publier quelque chose, est-ce qu'ils ne prennent pas le risque finalement de n'avoir quasiment pas de lecteurs? À qui s'adresse-t-on quand vous entendez dire effectivement qu'il y a donc les gens ne lisent pas, ça n'intéresse pas, l'objet livre. Beaucoup de jeunes notamment disent que la lecture ça les ennuie. Alors, première question, selon toi, est-ce que la littérature en Guadeloupe est en faillite? Et deuxième question, comment susciter le goût de la lecture chez les jeunes, notamment chez un jeune public? C'est vrai que nous n'avons pas encore ici notre J.K. Rowling, ce qui a donné envie de lire à 2 générations, sinon plus. Déjà, donner envie de lire à la jeunesse, c'est par l'exemple, pour commencer. Des parents qui ne lisent pas, il y a très peu de chances que les enfants aient envie de lire. Et là, effectivement, les enseignants peuvent prendre le relais parce que moi, j'étais une lectrice, je suis née dans une famille de lecteurs, mais je me rappelle d'une prof de français en 6e qui a réussi à donner envie à lire à toute la classe en racontant des histoires. Et une fois qu'elle avait fini de raconter les histoires, elle présentait le livre. Elle dit, vous savez cette histoire? Je ne l'ai pas inventée, contrairement à ce que vous croyez. Je l'ai sortie de ce livre-là. Et subitement, ces enfants-là découvraient qu'ils pourraient lire des histoires, mais qui leur plaît. Les livres qui sont proposés à l'étude, malheureusement, dans le programme scolaire, je suis désolée de le dire à l'enseignante que tu es, mais tu le sais peut-être. Tout à fait. C'est pas les livres qui donnent envie de vraiment lire aux enfants. Donc peut-être qu'il faudrait, en plus de ces livres obligatoires-là, demander aux enfants qu'est-ce qu'ils veulent lire et leur proposer d'autres livres qui pourraient leur parler plus et leur donner envie d'aller plus loin, réellement. Et aussi, je pense que pour donner envie aux enfants de lire, il faut enlever la littérature de son piédestal. Oui. Parce que la littérature et l'écriture sont vraiment posées sur des piédestals. Alors, qu'est-ce que tu entends justement par ça? Qu'est-ce que tu entends par que cette littérature est posée sur un piédestal? Tu penses que par rapport aux autres arts, cet art-là est moins accessible, que c'est un art élitiste, c'est ça? Oui, totalement. Je crois vraiment que la littérature et l'écriture sont présentées comme des arts élitistes, et ça fait que on s'en éloigne tout de suite parce qu'on se dit je ne fais pas partie de cette élite-là, donc je ne suis pas légitime. Et en fait, si on présentait donc les livres aux jeunes vraiment comme de l'artisanat et pas forcément un art si majeur que ça, même s'il l'est bien évidemment, mais qu'on ne leur propose pas de prime abord de cette manière-là, ils auraient peut-être un peu plus envie d'y venir et moins peur de l'objet livre. Aujourd'hui, on se dit, moi je me rappelle de ma fille qui est une lectrice compulsive. Pendant les récréations, au collège, au lycée, à l'école, elle avait toujours son livre. Elle sortait son livre, elle se prenait mais des remarques violentes, parfois des coups, parce qu'on lui disait, arrête de faire ton intello, on n'est pas des intellos ici. Le simple fait d'avoir un livre était considéré comme avoir une posture, présenter une posture d'intellectuel et de se poser au-dessus des autres. Et à cet âge-là, on n'a pas envie d'être au-dessus des autres, on a envie d'être comme des autres, comme les autres. Et si avoir un livre vous donne cette posture-là, on va s'en éloigner. D'accord? Donc, donner envie aux jeunes de lire, c'est leur montrer l'objet livre comme on leur montrerait les autres objets multimédia. Donc, tu interviens aussi dans des écoles, il y a des professeurs qui font appel à toi. Comment tu es accueilli justement par ce jeune public? Alors là, tu vois, je souris tout de suite à cette question parce que déjà, je viens de l'extérieur. Je ne suis pas leur prof de français. Le prof de français,
il est là pour nous imposer des choses qu'on n'a pas vraiment envie d'apprendre. On est dans une posture d'élève face au prof. Moi, je suis une intervenante extérieure. Donc, c'est déjà fun. Ça va les sortir de leur quotidien. C'est clair. On va zapper 2 cours de maths ou de français et en échange, on va avoir l'extérieur, ce souffle d'air, ce bol d'air extérieur qui arrive dans nos classes. Donc, leur posture vis-à-vis de moi est déjà une ouverture. Je leur ai fait échapper aux cours obligatoires, donc ils sont déjà heureux de m'avoir. Je suis une sorte de récréation qui se prolonge. Donc, j'ai la chance extraordinaire d'arriver en terrain quasi conquis, ou en tout cas à moitié conquis. D'accord? Et ensuite, je fais comme ma prof de français avait fait, c'est-à-dire qu'avant de leur parler des livres, je leur conte des histoires qui les touchent. Je suis une bonne conteuse d'histoires. J'aime inventer des histoires, je sais raconter des histoires. Donc, je les intègre dans les histoires et subitement, ils sont intéressés parce qu'ils sont les héros de mon histoire. Et à partir de ce moment-là où j'ai retenu leur attention, je peux faire passer tous les messages que je veux. Et je suis toujours agréablement surprise à la fin de ces ateliers d'écriture des élèves qui viennent pour me demander est-ce que mon livre leur serait accessible, est-ce que c'est fait pour des enfants de leur âge et qui vont ensuite à la bibliothèque prendre des livres. Et ça, c'est vraiment c'est une belle manière. Et pendant le confinement, j'ai une maman qui m'a touchée parce qu'elle a lu mon livre et elle a fait lire mon livre à ses 2 fils de 13 et 16 ans. Déjà, moi, quand j'écris, j'ai mon lecteur imaginaire en tête. C'est certainement pas un petit garçon de 13 ans ou un jeune homme de 16 ans. Donc, elle leur a fait lire le livre, elle leur a parlé un peu de l'histoire, elle leur a fait lire le livre. Et ces 2 gosses qui n'aiment pas lire, ce n'est pas des enfants qui lisent habituellement, qui n'aiment pas lire, ont demandé à leur maman de se débrouiller pour avoir mon téléphone parce qu'ils voulaient m'exprimer leur gratitude et me dire ce que ce livre, Un rayon de soleil entre nos vies, leur avait apporté. Là, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et là, c'est la maman. C'est la maman qui leur a fait cette proposition. Elle aurait pu ne pas la leur faire. Elle leur a fait cette proposition. Et en fait, il faut proposer aux enfants. Souvent, on se dit, ils n'aiment pas lire, c'est pas la peine. Non. Qu'ils acceptent ou qu'ils refusent, ça, c'est secondaire. Mais proposez à vos enfants la lecture. Proposez-leur des histoires qui pourraient les intéresser. Vous pourriez être très surpris parce que parfois, il suffit d'un livre qu'un enfant a aimé pour lui ouvrir le monde des bibliothèques. Alors, nous nous approchons donc de la fin de cette interview. J'aurais donc une dernière question à te poser, mais tu as déjà un tout petit peu répondu. C'est donc si jamais tu avais un conseil à donner à la jeunesse pour la lecture ou pour l'écriture, que leur dirais-tu ? Que dirais-tu à cette jeunesse guadeloupéenne qui nous regarde? J'espère qu'ils nous regardent. Alors, pour l'écriture, d'abord, je leur dirais, ayez un cahier, un carnet avec vous et écrivez parce que peut-être que personne ne le lira. Mais le bien que ça vous fera à vous est inestimable. Inestimable. Toutes les émotions, toutes les peines que vous avez en vous, tous ces mots que vous ne pouvez pas hurler, que vous ne pouvez pas dire à des adultes, à vos amis, à votre famille, à vos enseignants, notez-les dans un carnet et vous seriez surpris de l'effet que ça fait. C'est comme partager cette douleur que vous pouvez avoir avec vous ou partager cette joie. Je parle souvent de tristesse ou de douleur parce qu'effectivement, moi, c'est quand j'étais dans ces états émotionnels-là que j'écrivais. Mais notez-les et surtout, vous seriez agréablement surpris aussi quelques années plus tard, de découvrir le vous d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans. Il ne faut pas se surestimer, on ne retient pas tout. On croit qu'on va retenir des choses, mais moi, aujourd'hui, je retombe sur des carnets, sur des cahiers d'enfance, d'adolescence, de la jeune femme que j'étais ou de l'époque où je travaillais à la banque. Et je suis incroyablement surprise des trésors que j'y découvre, de découvrir la personne que j'étais. Et votre cahier, votre bic, ça ne coûte pas grand-chose, mais ça peut vraiment, vraiment, vraiment vous aider à exprimer ce qui pour vous semble impossible à dire. Vous pourrez le dire. Et aussi, ce que vous ne pouvez pas dire à vos parents, vous pouvez l'écrire. Vous pouvez l'écrire. C'est plus facile parfois de remettre une lettre à un parent, à un ami, à un adulte, à un enseignant,
que d'aller le voir et de le dire, parce que là, on a peur. Alors qu'une fois que c'est écrit, il n'y a aucune barrière. On dit tout ce qu'on a à dire. Et c'est pas comme si dans un dialogue, on peut être interrompu parce que l'autre n'est pas d'accord, parce que l'autre ne veut pas entendre. Une fois que vous l'avez écrit et que vous l'avez soumis à votre interlocuteur, il n'aura pas d'autre choix que de le lire. Il n'aura pas d'autre choix que d'entendre ces mots qui étaient dessus et ensuite de baser sa réflexion sur tout ce que vous avez dit et d'entamer le dialogue avec vous. C'est un outil extraordinaire, l'écriture. Quant à la lecture, vous serez surpris de tout ce que vous pouvez découvrir avec la lecture. Et quand on se prend au jeu, c'est tout un monde qui s'ouvre à vous, réellement. Essayez, essayez. Je ne dis pas que tout le monde va aimer lire. On peut ne pas aimer lire. Il y a des choses que je n'aime pas faire et j'ai essayé, je n'ai pas envie d'y revenir. Je ne dis pas que subitement tout le monde va devenir de super lecteurs. Simplement, essayez, choisissez un livre et vous pourriez être surpris agréablement. Merci beaucoup Corinne, vraiment c'était passionnant de t'entendre parler. Tu es passionnée justement quand tu parles de littérature, quand tu parles de lecture et d'écriture. Donc Corinne Dossat, je vous recommande ce livre que j'ai, donc Un rayon de soleil entre nos vies. Tu peux rappeler les autres titres que tu as déjà écrits précédemment, s'il te plaît? Oui. Et on va clore donc cette interview sur cet aspect-là. D'accord. Donc les 3 premiers qui sont dans une petite maison d'édition Lettres en liesse, on les trouve surtout en ligne. Donc le premier c'est 15 kilos de Corinne Dossat, le deuxième Liane, le prénom Liane, le troisième c'est Violette de Corinne Dossat. Et le quatrième, Un rayon de soleil entre nos vies, aux éditions Erol, que vous trouverez à la FNAC ou dans d'autres librairies en Guadeloupe, que vous pouvez commander en librairie en Guadeloupe ou commander en ligne, bien évidemment. Et je demande à tous ceux qui l'ont lu de venir discuter avec moi parce que ces échanges sont toujours passionnants. Merci beaucoup Corinne. Donc en tout cas, on retient une chose. La littérature permet non seulement d'embellir nos vies, mais permet aussi de sauver des vies, n'est-ce pas? Nous réconcilie aussi avec nous-mêmes. Donc finalement, la littérature, ce n'est pas donc quelque chose d'inaccessible. Lire un livre, c'est pouvoir être à la rencontre de l'autre, mais aussi à la rencontre de soi-même. Merci beaucoup Corinne. Merci à toi, merci à toi. Et on peut me trouver aussi sur demotsamo.fr où je donne justement des conseils d'écriture pour ceux qui hésitent. Merci beaucoup en tout cas.